Aujourd'hui, il n'existe pas de meilleur tremplin vers la richesse, la gloire et la reconnaissance culturelle que de tourner des vidéos pour adultes. Regardez les stars du porno d'autrefois. La plupart ont fini mortes, dépendantes aux drogues ou oubliées dans les ruelles sombres de downtown LA. Maintenant, regardez Mia Khalifa. Elle est multimillionnaire, elle a animé des émissions aux côtés de légendes de la NBA, elle était au premier rang des défilés de Paris et Milan, elle a posé pour Vivienne Westwood et Moschino, elle dirige sa propre marque de bijoux. Et elle a accordé des interviews à pratiquement tous les grands médias de la planète. C'était une assistante juridique issue d'une famille libanaise. Et elle n'a pas enchaîné les tournages pendant des années, elle affirme n'avoir réalisé que 11 vidéos en quelques mois. En l'espace de quelques semaines après ses débuts, elle était la performeuse numéro 1 du plus grand site adulte au monde, où elle a reçu des menaces de mort, a été rejetée par sa religion et sa famille a coupé les ponts avec elle. ISIS was after you? I'm not allowed back in Lebanon. I was banned from the Middle East. Which is crazy, because they're the ones who watch my videos the most. Elle a ensuite quitté l'industrie pour de bon après avoir tourné seulement 11 vidéos et empoché, selon elle, la somme de 12 000 $. You were paid a grand total of $12,000 US, and yet you made millions and millions of dollars for both Bang Bros, the company that you worked with, and Pornhub, the aggregating site. How could that be? That's just how it is. Mais entre ce moment-là et aujourd'hui, Mia Khalifa, comme tant d'autres, s'est servie du porno pour devenir, dans tous les sens du terme, une vraie célébrité. Pas une célébrité sulfureuse, une célébrité à part entière. Elle côtoie des stars de premier plan et reçoit des invitations aux soirées les plus fermées. Quelque chose de majeur s'est produit dans le monde du contenu adulte, créant une passerelle directe vers le statut social et la richesse durable. Pour Sarah Jo Chamoun, le vrai nom de Mia, elle a grandi en même temps qu'Internet et plus précisément à un tournant décisif pour l'industrie du sexe. I mean, I'm a kid who grew up playing World of Warcraft and using dial-up internet and fixing the computer at home when it broke. Like, that was my job because I was of that generation. So I think that I've always had a knack for what I like to consume online, which in turn influenced how I like to be online. À cette époque, le contenu adulte fonctionnait encore sur un modèle analogique porté par les cassettes VHS, les magazines et les sex shops. Les revenus étaient limités et concentrés entre les mains de quelques décideurs. Des performeuses comme Mia étaient payées à la scène, sans aucune possibilité de publier par elle-même ni de travailler en indépendante. Et comme beaucoup d'autres, elle s'est fait aborder dans la rue à Miami par un inconnu qui lui a demandé si elle avait déjà pensé au mannequinat en lui proposant de venir visiter un studio. Ce studio, c'était Bang Bros, l'un des plus influents de l'époque. It wasn't just, hey, do you want to come do porn? It was more so, oh, you're beautiful. Like, would you like to do some modeling? Oh, you have a great body. Like, I think you'd be great in nude modeling. Things like that. And after I came and toured the studio, it was very respectable. It was a gorgeous location. It was in Miami, in Doral, Florida. It was clean. Everyone who worked there was nice. All of their cubicles were decorated with family photos. Like, it was nothing. Elle a signé les documents, est revenue le lendemain pour tourner sa première scène et 1 mois plus tard, le studio l'a filmée avec un hijab, ce qui a déclenché une controverse massive mais a scellé sa carrière. Elle avait pourtant averti le studio que cette vidéo allait la mettre en danger. I verbatim told them, you guys are going to get me killed. And they said? They just laughed. Elle l'a quand même fait, et dès la mise en ligne, la machine s'est emballée. Des sympathisants islamistes radicaux ont piraté son Instagram et l'ont inondé de propagande. Ils ont monté un photomontage, la plaçant sur une photo de décapitation. Sa famille l'a renié. Her family disowned her. They photoshopped a picture of me onto someone getting beheaded. And they said something along the lines of, you're next. Elle a tout arrêté moins d'1 mois après, mais rien ne s'est effacé comme elle l'espérait. Impossible pour elle de retrouver un emploi classique. I realized that I can never work a normal job again. Bang Bros a contesté sa version des faits et son affirmation d'avoir été lésée. Ils ont même créé un site dédié à la démentir, factfiction.co, affirmant lui avoir versé plus de 178 000 $. Ils ont également révélé qu'elle avait tourné avant eux sous le pseudonyme Mia Khalifa et que tout son récit n'était qu'une pure invention. Elle prétendait avoir quitté l'industrie adulte la tête haute, mais l'industrie adulte, elle, ne l'avait pas lâchée. Il n'y avait donc qu'une seule façon de remonter la pente, et OnlyFans a pris le contrôle de toute l'industrie exactement à ce moment-là. Quand Mia a rejoint OnlyFans en 2020, elle a présenté cela comme une réponse morale à l'explosion du port de Beyrouth qui avait tué 218 personnes dans son pays d'origine.
Elle a annoncé publiquement qu'elle allait reverser les 100 premiers milliers de dollars gagnés sur la plateforme. In 2020, I decided to join OnlyFans after the Beirut blast. I made the decision to join OnlyFans and donate. If I was able to make $100,000, I am donating $100,000, and that's why I'm joining this platform. Il ne faut pas être grand clair pour se demander si c'était sincère ou simplement un positionnement éthique bien calculé. Mais dans tous les cas, ça a clairement servi sa carrière. C'est là que Mia Khalifa est devenue le pont entre deux mondes radicalement opposés. L'ancien monde du contenu adulte qui broyait les performeurs et les recrachait dans les tunnels sous Las Vegas. Et le nouveau monde du contenu adulte, celui qui fabrique des entrepreneurs devenus célébrités. Prenons Sophie Renn. En 2022, c'était une serveuse de 19 ans qui peinait à payer ses factures. Elle n'avait aucun lien avec l'industrie du divertissement adulte, mais OnlyFans a quand même été sa porte de sortie. My sister was doing OnlyFans, and I was like, maybe I'll try it so I can get out of this serving job, because I was just serving. I was working literally every day, 9 to 5. Restaurant? It's called Papa Joe's. It was some Italian restaurant down in Tampa. But it was fun. Like, I loved it. I loved serving, but I just wasn't making money. Tout a démarré avec sa fameuse vidéo Spider-Man. Every time I was like, no, it's not me. No, it's not me. They're like, no, you're lying. It is. So I just kind of ran with it. Ce n'était même pas elle, mais elle a encaissé environ 95 millions de dollars en 3 ans grâce à un cas de confusion d'identité. So in 3 years, how much have you made? I think last time I checked, it was at $95 million. Voici ce qui s'est réellement passé. En septembre 2023, Sophie et sa sœur Sierra ont publié une série de photos sur le thème de Spider-Man sur leur OnlyFans. Au même moment, une autre créatrice prénommée Naomi, qui ressemble physiquement à Sophie, a filmé une vidéo explicite dans une combinaison noire moulante aux couleurs de Spider-Man. Internet a vu les deux publications et les a fusionnées dans un même imaginaire. Des millions d'hommes ont été convaincus que Sophie avait secrètement diffusé du contenu hardcore. Elle a compris que c'était du trafic gratuit et s'est mise à se déguiser en Spider-Man sur TikTok pour entretenir délibérément la rumeur. La vidéo Spider-Man de Sophie Renn n'existe pas. Toute l'affaire n'est qu'un fantasme qui a pris vie dans l'esprit de son audience. Elle a également créé de la rareté autour de son contenu en se décrivant comme vierge, une affirmation dont elle s'est rétractée 1 an plus tard. Sophie dit que son contenu implique une certaine nudité, ce qui est probablement en dessous de la réalité, mais elle est loin de faire ce que fait Bonnie Blue, qui illustre parfaitement ce qu'est devenu le contenu adulte, vendre le fantasme d'un accès personnel à une femme attirante. Sophie compte aujourd'hui 16 millions d'abonnés sur Instagram, et quand elle traverse un centre commercial à Miami, des paparazzi l'attendent dehors pour lui demander des détails sur sa collaboration présumée avec Drake. La villa qu'elle a cofondée avec 7 autres créatrices OnlyFans a été décrite dans la presse généraliste comme la version Gen Z du Playboy Mansion. Elle est constamment associée aux grands événements de la culture pop. L'industrie s'est avalée elle-même pour donner naissance à quelque chose d'entièrement nouveau, une économie d'intimité monétisée où le contenu peut être plus soft, la stigmatisation moindre et l'argent exponentiellement plus important, pendant que les actes sexuels explicites deviennent en réalité de plus en plus optionnels. What the f*** are the guys paying for at that point? It's curiosity, and then also With that like, specific person, Yeah. I guess, right? Yeah. yeah, because you can sit there and have a conversation with me, you know, like you don't get that just from going on Instagram. Mia a été payée 12 000 $ pour du contenu explicite permanent et définitif. Sophie, elle, a reçu 1 400 000 $ de la part d'un seul homme pour des messages. C'était en 2025. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 6 millions. I want to say last time I checked, it was like 1.4. Wow. Wow. But that's of all My time. God. That's of all time. And I've been doing this for going on 2 years now. Who the f*** is this guy? That's got to be like a fucking Middle fucking- Eastern I'm prince. scared. I can't say much obviously because I'm not going to air anyone's shit out, Yeah. but he's a good guy. À juste titre ou non, tout cela a fracturé une partie de sa vie sociale. Ses 2 parents ont perdu leur emploi à cause d'elle, et c'est elle qui les fait vivre. Right now, like I'm supporting them completely. They both got fired from their jobs because of me. So I feel a little bit of guilt in that, and like I feel like I need to provide for them also because my fault, I guess. Sophie Renn a bâti un empire sur une vidéo qui n'a jamais existé. Mais quelques années avant ça, une jeune actrice prénommée Chloé Cherry a appliqué la stratégie inverse pour arriver exactement au même résultat. Elle s'était installée à Miami le jour de ses 18 ans pour se lancer dans le contenu adulte et avait passé les années suivantes à devenir l'une des performeuses les plus regardées sur Hub.
Puis, pendant le confinement, elle a tourné une parodie pornographique de la série HBO Euphoria. Peu après, le vrai créateur de la vraie série Euphoria lui a envoyé un email pour lui proposer de passer une audition. Elle a décroché le rôle, prouvant une fois de plus que ce secteur peut ouvrir des portes vers une toute autre trajectoire. En quelques mois après la diffusion de son premier épisode, elle défilait à New York et Milan, elle était le visage d'une campagne grande taille et apparaissait dans le clip de 360 de Charli XCX. En moins d'1 an, elle est passée de femme la plus regardée d'une catégorie bien précise à visage que l'industrie de la mode se disputait activement. Ce n'est pas entièrement nouveau. 20 ans avant l'existence d'OnlyFans, une jeune socialite de Los Angeles a prouvé qu'une sextape n'était pas forcément la fin d'une carrière féminine. Elle pouvait même en être le point de départ. Cette femme, c'est Kim Kardashian, l'un des noms les plus connus au monde. La vie intime rendue publique de personnalités comme elle et Paris Hilton étaient en train de créer des entrepreneurs du sexe sans passer par l'industrie pornographique. C'était plus classe, plus raffiné, plus commercialisable. La vidéo de Kim a été filmée avec son petit ami de l'époque, Ray J, en 2003. Elle a été rendue publique en février 2007. À l'époque, une vidéo explicite d'une jeune femme sans notoriété particulière n'était pas perçue comme quelque chose de banal, contrairement à ce que ça pourrait être aujourd'hui. Quand ces vidéos ont fuité, c'était des événements médiatiques majeurs, et l'industrie du divertissement observait avec une attention particulière, parce que quelque part dans le chaos médiatique qui s'en est suivi, quelqu'un dans une salle de réunion a fait le calcul, et le résultat indiquait que ce qui était arrivé à Kim Kardashian pouvait, avec le bon emballage, se transformer en l'un des contrats télévisés les plus lucratifs de la décennie. Keeping Up with the Kardashians a débuté 8 mois plus tard et a propulsé toute la famille au cœur de la culture people pendant près de 10 ans. Aujourd'hui, Kim Kardashian vaut environ 1,7 milliard de dollars et la vidéo qui a tout lancé n'est plus qu'une note de bas de page dans son parcours. Would you be where you are had there not been a mixtape? You know, I think that's how I was definitely introduced to the world. It was a negative way, so I felt like I really had to work 10 times harder to get people to see the real me. Elle est assez honnête sur l'impact réel de cet épisode, disant que le pire n'était pas l'humiliation en elle-même, mais avoir dû expliquer la vidéo à sa grand-mère. Elle dit avoir été soulagée que son père soit décédé 4 ans plus tôt et n'ait pas eu à le savoir. I had to explain that to my grandmother. So I think I was more And you're most glad you didn't have to explain it to my father. Ce qui préfigure en quelque sorte ce que ressentent bon nombre de créatrices OnlyFans aujourd'hui. OnlyFans repose sur la visibilité et l'autopromotion. Impossible de tourner des scènes sous un pseudonyme et de maintenir une double vie dans l'ombre. Ce que Kim avait prouvé sans le chercher, c'est que l'attention elle-même est la véritable ressource et qu'il faut se vendre en tant que personne. Ce qui génère cette attention est presque secondaire. La logique du marché du porno moderne récompense ce qui génère le plus de clics et tout le reste découle de cette règle. C'est précisément pourquoi les coûts marketing deviennent de plus en plus controversés et extrêmes. Le panthéon d'aujourd'hui ressemble davantage à une course aux armements où les performeuses se battent pour capter l'attention du public, comme en 2019 quand Belle Delphine vendait des pots d'eau de son bain à 35 $ pièce. Elle a simulé sa propre arrestation avec un faux avis de recherche de la Metropolitan Police et a brièvement géré un compte qui s'est révélé être des vidéos de 2 coqs de combat. Tout son concept n'était qu'un art de la performance absurde habillé en travail du sexe et ça a fait d'elle l'une des personnalités les plus connues d'Internet. En 2021, une jeune fille de 17 ans, connue sous le nom de Bad Baby, devenue brièvement célèbre dans Dr. Phil pour avoir lancé au public son fameux Catch Me Outside, a teasé pendant des semaines le lancement de son OnlyFans sur Instagram. Elle a ouvert le compte le jour de ses 18 ans et a encaissé $1 million en 6 heures. Lil Tay allait ensuite suivre le même chemin quelques années plus tard. En mai 2025, une créatrice australienne prénommée Annie Knight a loué un club échangiste sur la Gold Coast et a eu des rapports sexuels avec 583 hommes en 6 heures. Elle a ensuite été hospitalisée pour des saignements et a posté la photo depuis l'hôpital avec la légende « Je suppose que 583 hommes en une journée, ce n'est pas très bon pour le corps ». En octobre 2024, la mannequin britannique de 23 ans, Lily Phillips, a invité 101 hommes dans un Airbnb et a couché avec chacun d'eux en une seule journée. Elle en a fait un documentaire. Un extrait la montrant en pleurs, le bras d'une amie autour d'elle, a cumulé 200 millions de vues en un seul tweet.
Depuis, elle a simulé une grossesse, simulé une arrestation, tourné un jeu de rôle en salle de classe avec des acteurs de 18 ans et annoncé qu'elle allait battre le record existant en couchant avec 1000 hommes en une journée. Et puis bien sûr, il y a Bonnie Blue qui a pris le record avec 1057 hommes en 12 heures. Elle aussi a simulé une grossesse et est prête à risquer l'arrestation, l'expulsion ou à peu près n'importe quoi pour rester dans la conversation. Et d'une façon ou d'une autre, tout cela lui a ouvert les portes du circuit podcast comme à toutes ses filles. Ces provocations s'inscrivent dans une tendance bien plus large sur les réseaux sociaux où les contenus générés par IA et la culture brain rot dominent par leur capacité aiguë à détourner notre dopamine. MrBeast, les Seedmen et d'autres ont maîtrisé cette formule avec des défis de plus en plus délirants où plus rien n'est intouchable dans la quête d'attention. C'est omniprésent et le divertissement adulte a naturellement trouvé sa place dans l'univers algorithmique des réseaux sociaux parce que faire monter le choc est si facile quand c'est le corps de quelqu'un qui est en jeu. Derrière tous ces coups d'éclat se cache généralement une machine commerciale extrêmement bien rodée qui illustre à quel point le porno s'est transformé. Ces opérations ont des équipes, une logistique et des budgets marketing rivalisant avec ceux des startups tech. Et leur meilleure arme marketing, ce sont sans doute ceux qui s'opposent à elles. It's all the Karens sat at home that are going to complain about me being here that are making me rich because they make it blow up. And then when they're sat at home complaining about it to their husbands, they're then wanting to come and subscribe. Mise de côté les aspects autodestructeurs du style de vie, ce sont des opératrices avisées qui comprennent l'algorithme, les incitations et le marché mieux que quiconque. L'instinct de Sophie Rhin d'exploiter une vidéo qui n'était même pas la sienne est d'une intelligence irritante. Bonnie Blue s'affiche systématiquement aux côtés des gros influenceurs du moment, qu'il s'agisse Andrew Tate ou des Nelk Boys, parce qu'elle sait que c'est ce qui maintient le flux d'argent dans son opération. Mia Khalifa a trouvé le moyen de se présenter comme innocente devant un public mainstream, et c'est pourquoi la culture ne pouvait plus se permettre de les ignorer. Chaque magazine, chaque podcast, chaque chaîne de télé est en manque d'attention. Et ces femmes en détiennent plus que n'importe qui d'autre dans la pièce. Les ignorer ne les fait pas disparaître, ça se contente de transférer le trafic à ceux qui les couvrent à la place. La décision commerciale devient donc de leur offrir une tribune. Comme quand Bonnie Blue a dit ça en pleine matinale sur une chaîne britannique accessible à n'importe qui. You're like a Premiership footballer. You're balls. I mean, I work with balls, so it's the same There we thing. go. So, barely legal, 18-year-olds. Because as I started my content, I realized it was not necessarily relatable to the average person. And I wanted to make my content relatable. I'm just a girl, I'm relatable, I'm sort of the girl next door vibes. Des téléspectateurs ont réagi en disant « Interviewer une prostituée à 10h35 du matin, voilà ce qui passe pour du contenu familial. » Ou encore « Comment peut-on avoir cette conversation à la télé du matin comme si c'était parfaitement normal ?» Imaginez un enfant qui regarde ça, qui demande à ses parents qui est Bonnie Blue et ce qu'elle voulait dire par travailler avec des balls ou passer aux jeunes de 18 ans à peine majeurs. Mais il existe une autre dimension bien éloignée de cette couche très publique que nous n'avons pas encore explorée. Parce que pendant que le débat a passé la dernière décennie à débattre pour savoir si ces femmes étaient émancipées ou exploitées, trop simples ou trop sophistiquées, victimes ou manipulatrices, les vraiment intelligents sont ceux qui ont construit l'industrie. Vous pouvez presque certainement visualiser certaines des filles de cette vidéo. Vous savez à quoi ressemble Mia, vous savez à quoi ressemble Kim, vous reconnaîtriez Bonnie Blue dans un supermarché. Ce sont parmi les personnes les plus visibles qui soient. Les hommes qui possèdent les plateformes sur lesquelles elles travaillent, eux, sont notoirement invisibles. Quand Mia Khalifa tournait pour Bang Bros fin 2014, Bang Bros était indépendant, mais allait bientôt être absorbé dans un vaste empire d'Internet soutenu par des capitaux institutionnels et géré par des dirigeants sans visage. La structure mère derrière la plupart de sa distribution était un conglomérat canadien appelé MinGeek, qui possédait Pornhub, RedTube, Brazzers et plusieurs centaines d'autres sites, tous contrôlés via un réseau de sociétés écrans à travers le monde. L'un de ses récents propriétaires, un certain Ferras Antoun, était inconnu des médias et ne se laissait pas photographier en public jusqu'à récemment. MinGeek n'a pas été construit par passion du métier. Il était soutenu par près d'un demi-milliard de dollars de JP Morgan Chase, entre autres grands investisseurs. Et, chose étrange, même l'université Cornell, les mêmes capitaux institutionnels qui détiennent des parts dans Meta, ByteDance et Google, est indirectement exposé aux plateformes adultes et aux entreprises qui en profitent. Ce qui signifie que les retraites de gens ordinaires sont, de façon très infime et très diffuse, investies dans la même économie que celle que Bonnie Blue contribue à faire croître.
OnlyFans représente le niveau supérieur, sorti des studios pour faire porter aux filles la quasi-totalité de la charge de travail. Et quand on regarde ce qu'est vraiment OnlyFans, ça ressemble exactement à Amazon, Fiverr ou DoorDash. Des milliers de vignettes quasi identiques de femmes quasi identiques dans des poses quasi identiques, toutes en compétition pour la même attention, toutes en train de se brader, toutes promettant plus que la précédente. C'est la personnification de la direction prise par l'industrie tech d'aujourd'hui. C'est l'économie des petits boulots avec le sexe comme produit, sur un modèle par abonnement soutenu par un marketing viral. Au sommet, l'homme qui possédait OnlyFans jusqu'à sa mort en mars valait 4,7 milliards de dollars. À la base, pour chaque Sophie Reine, environ 10 000 femmes publient du contenu que personne ne paye, subventionnant le trafic qui rend possible l'existence d'une Sophie Reine, pendant que la plateforme prend une grosse commission canalisée via une holding et vers un accord de capital investissement négocié à Silicon Valley. Ce qui a valu à l'industrie d'être accusée de perturber en profondeur notre société entière et de causer des dommages incalculables à notre culture. Pour cette raison, ce qu'on appelle émancipation revient en réalité à donner à quelqu'un sur OnlyFans la capacité de négocier les conditions de sa propre exploitation, d'en garder une plus grande part et d'appeler le résultat une entreprise. Ce qui, au niveau individuel, ressemble à une amélioration significative par rapport à la situation de Mia Khalifa en 2014. Mais au niveau collectif, c'est la machine à extraction de contenu la plus efficace de l'histoire d'Internet. Des millions de femmes en compétition, les unes contre les autres, produisant une bibliothèque illimitée de contenu pour une plateforme qu'elles ne possèdent pas, en échange d'une rémunération qui, pour la grande majorité, tombe en dessous du salaire minimum. Ce que l'industrie a compris quelque part autour de 2016, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'exploiter qui que ce soit si on peut leur faire croire qu'elles s'exploitent elles-mêmes de leur plein gré. Il suffit de construire l'infrastructure, de prendre sa part à l'entrée et de laisser le marché faire le reste. Et celles qui deviennent des célébrités mainstream en utilisant ce secteur comme tremplin vers autre chose, créent quelque chose à aspirer, même si la grande majorité n'y arrivera jamais.